Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais revenir sur un sujet qui tient à cœur tout le monde et qui est en vogue à ce moment, et oui, avec l'été, c'est la perte de poids. Et cette question qui revient souvent, c'est pourquoi je ne perds pas de poids? Donc je vais essayer d'être assez claire, assez précise et assez facile à comprendre. Donc je vais essayer je vais lire des notes parce que j'ai du mal à retenir tout et avoir quelque chose de cohérent. Donc déjà on va revenir sur une des choses qu'il faut bien préciser, c'est qu'on ne va pas perdre 10 kilos en une semaine si on a mis 10 ans à les prendre. Ça, c'est la première des choses. Après, on va avoir plusieurs éléments qui vont rentrer en compte. On va parler, là, je vais parler du morphotype. Le morphotype, c'est quelque chose qui vient, qui n'est pas de notre fait, ça dépend de notre alimentation, de notre activité, mais pas que. On n'a tous les mêmes caractéristiques, on n'a pas tous les mêmes caractéristiques morphologiques, le type d'ossature, les mêmes prédispositions à accumuler ou non la graisse et le même type de métabolisme. Et cela se répercute forcément d'une manière ou d'une autre quand on parle de minceur. Bon, en fin de compte, sur ce point-là, on n'est pas tous égaux. Le morphotype, qu'est-ce que c'est? Le morphotype, c'est un ensemble de caractéristiques physiques et psychologiques. Bien entendu, il s'agit d'une représentation qui n'est que schématique. Donc nous avons trois grands types de morphotypes. Les ectomorphes. Les ectomorphes sont des personnes naturellement minces, avec une silhouette élancée. Elles peuvent en général s'alimenter de manière beaucoup moins équilibrée, sans pour autant perdre du poids. Elles ont de la chance, celles-là. Elles sont fréquemment dans la problématique inverse. Elles ne parviennent pas à prendre du poids. Cette constitution spécifique leur confère moins de force musculaire. Elles ont un métabolisme rapide, donc leur machine qui fait la combustion des énergies et des glucides est plus rapide, donc il faut leur apporter plus de charbon, donc de glucides. Les muscles et les membres sont plutôt longs et minces, et le surpoids est rare, mais il peut arriver à cause de problèmes hormonaux ou alors avec l'âge, et ça arrive, on en reparlera un petit peu plus loin. Les endomorphes sont à l'inverse de la première tendance. Eux, ils ont une tendance à stocker les graisses et ils ont des difficultés à l'éliminer. Le métabolisme de ce morphotype est souvent lent. Il nécessite de faire particulièrement attention à son alimentation. Il est soutenu par une masse osseuse importante. Les kilos en trop ont tendance à se fixer au niveau de la taille. En termes d'alimentation, on retrouve souvent une attirance marquée pour les glucides. Ce morphotype et le fait que le métabolisme soit plutôt lent, et il implique qu'au-delà d'une surveillance stricte de l'alimentation, il faudra toujours faire attention. Et le mésomorphe. Le mésomorphe, c'est quelqu'un qui est musclé, qui est entre les deux, qui a une ossature moyenne, une minceur relativement naturelle, même et un peu de masse graisseuse, qu'il risque de prendre avec l'âge et avec des problèmes autres qui peuvent se déclencher. Il dispose d'un métabolisme rapide et efficace qui leur permet en outre de perdre de la graisse facilement et rapidement, mais aussi ils ont des prédispositions pour prendre facilement des muscles. Donc ces personnes-là sont vraiment des personnes qui ont des facilités pour perdre. Donc là, une fois qu'on a vu ces personnes-là, on sait que ces personnes, on va pas être égal devant le poids. Donc vous verrez qu'en fonction des morphotypes de vos personnes ou de votre morphotype,
que le poids va être différent et la prise de poids et la perte de poids surtout va différer et être plus ou moins longue. Après, nous avons des événements qui arrivent dans notre vie, des événements physiologiques. Mesdames, vous savez toutes, à part certaines qui ont énormément de chance, moi je les appelle les chanceuses, que quand on a fait une grossesse, on ne retrouve pas facilement le poids que l'on avait avant la grossesse. C'est dû à des chamboulements hormonaux qui font que notre corps réagit en stockant de la graisse et de l'eau. De même, on a aussi, mesdames, toujours, le problème des personnes à la ménopause. Il y a de rares personnes aussi qui ont la chance de ne pas prendre du poids à la ménopause, mais le changement hormonal fait que bien souvent, les femmes à la ménopause prennent entre 5 et 10 kilos. Les médecins trouvent ça tout à fait normal. Nous, on trouve ça beaucoup moins normal. Mais c'est comme ça. Messieurs, vous n'êtes pas en reste, hein, parce que messieurs, vous, à la quarantaine, vous avez tendance à prendre un petit peu de ventre. Vous aviez avant les abdos, les tablettes chocolat. À la quarantaine, commencent à poindre les abdos Cronenbourg, qu'on appelle, ou les abdos Nutella. Vous prenez du ventre, surtout, et ça va en augmentant. Après, vous avez d'autres faits qui viennent jouer dans la prise de poids. Vous avez les maladies, entre autres les hypothyroïdies et d'autres maladies. Et dans les maladies, ce qui fait prendre le plus de poids, c'est les médicaments. Certains médicaments sont des éléments qui rentrent en ligne de compte dans la prise de poids. On le sait, les corticoïdes, les antidépresseurs, les anxiolytiques, les neuroleptiques et bien d'autres. Après, vous avez le travail. Une personne qui a un travail de nuit va prendre du poids, ou un travail posté, c'est pareil. Pourquoi? Parce que quand on travaille de nuit, on n'a pas le soleil de la journée et notre organisme fabrique beaucoup plus de cortisol. Donc le cortisol, c'est de la cortisone et on prend du poids. Le travail sédentaire, on sait aussi que le travail sédentaire facilite la prise de poids. Il y a le travail physique par contre qui peut faire perdre du poids, mais qui peut aussi en faire prendre si on est un petit peu stressé. Après, il est possible d'avoir du poids à cause de problèmes psychologiques. Dans les freins à la perte de poids, maintenant, on va parler de ce qui va jouer dans les freins. On entend beaucoup de gens qui vous disent « je me prive de tout et pourtant je ne maigris pas ». Nous ne devons pas mettre en doute les personnes parce qu'elles sont vraiment sincères dans ce qu'elles disent. Ce qu'on appelle les freins, ce sont des éléments qui viennent et qui freinent la perte de poids. Donc on a des freins qui sont physiologiques, certaines carences en différents micronutriments qui peuvent être incriminés. Des freins émotionnels, le stress, l'anxiété, les troubles du sommeil, etc. Donc, dans les freins qui sont physiologiques, donc il existe plusieurs facteurs impliqués dans la résistance à la perte de poids. Ils peuvent, dans de rares cas, être indépendants, mais bien souvent, ils sont présents. On pourra citer par exemple le fer. La carence en fer est fréquemment le principal frein à la perte de poids. Il joue un rôle essentiel dans la production de nos neurotransmetteurs, donc dans l'équilibre émotionnel en général. Une personne carencée en fer souffrira de fatigue, d'un fort manque de motivation,
ainsi que des compulsions sucrées en fin de journée. La difficulté pour maintenir un programme de perte de poids est importante. Il y a l'iode aussi. L'iode joue un rôle essentiel dans la production des hormones thyroïdiennes et influence donc directement le stockage ou le déstockage des graisses ainsi que l'état de fatigue de l'individu. Les acides gras polyinsaturés, notamment les oméga 3, ils sont essentiels à la fluidité des cellules et donc au déstockage des graisses. Une carence dans ce groupe d'acides gras empêche le déstockage normal. La sérotonine est un neurotransmetteur qui favorise notre relaxation en fin de journée. Elle est produite à partir d'un acide aminé, le tryptophane. Il est donc important de consommer suffisamment de protéines. De plus, certaines situations comme une constipation chronique, une consommation régulière de médicaments ou de contraceptifs, une privation prolongée de sucre ou des régimes restrictifs, longs et répétés, engendrent le déficit de sérotonine. La sérotonine est alors mal produite et entraîne de l'agressivité, une intolérance à la frustration, des compulsions sucrées, une humeur dépressive. De fait, l'adhésion à un programme de perte de poids est impossible. Il y a aussi la microbiote intestinale. Chez les personnes sujettes à la prise de poids, on retrouve d'une manière systématique des déséquilibres de l'écosphère intestinale. Malgré le manque de recherche actuelle, on s'aperçoit par expérience que la flore digestive joue un rôle prépondérant dans le rééquilibrage et la stabilisation du poids. Il y a le stress. Le stress répété engendre de nombreuses perturbations métaboliques, comme par exemple une augmentation de la production de cortisol, qui est une hormone de stockage. Et si le stress ne fait pas forcément grossir, il peut en tout cas nous empêcher de perdre du poids. Les troubles du sommeil. Un manque de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité, quelle qu'en soit l'origine, entraîne l'augmentation d'une hormone nommée ghrelin. Cette hormone est euroxygène et augmente donc considérablement la sensation de faim. L'adhésion à un programme est donc rendue difficile. Et puis, on a l'estime de soi. L'estime de soi dégradée est directement liée à une forte culpabilité et à un sentiment même inconscient de ne pas avoir droit à la réussite. Lors d'un programme d'amincissement, il faut bien voir ceci aussi. Après, on a les mauvaises habitudes. Donc, les mauvaises habitudes que l'on peut avoir, ce sont sauter des repas, grignoter, prendre des boissons alcoolisées ou des sodas, ne pas manger équilibré, ne pas faire d'exercice, des repas qui sont trop courts, où on ne mastique pas suffisamment, et le mauvais sommeil. Donc là, on va voir un petit peu sur le déficit, les problèmes qui peuvent être dus au fait que les raisons les plus courantes qui empêchent. Donc la première des raisons, et on a bien l'impression que ce n'est pas ça, mais c'est le déficit calorique. Oui, on va en surprendre plus d'un, mais pour perdre du poids, il faut manger. Que signifie le déficit calorique? Cela veut tout simplement dire que notre organisme ne reçoit pas toute l'énergie nécessaire afin de stocker et fonctionner normalement. Donc il va avoir une tendance accrue à stocker afin de se protéger. C'est ce qu'on appelle un petit peu l'effet après-guerre. C'est-à-dire qu'après la guerre, pendant la guerre, les gens ont eu des restrictions alimentaires, donc ils ont maigri énormément parce que à la fin de la guerre, le fait que les aliments reviennent, qu'il n'y ait plus de restrictions dans les aliments, les gens ont repris du poids. Pourquoi? Parce que notre organisme, notre cerveau entre autres, se dit « Et là, oh là, c'est bien joli ça, mais si ça recommence la guerre, il faut que je stocke. Je stocke parce que si je ne stocke pas, je vais être encore en pénurie. » Donc c'est ça un petit peu. L'autre problème induit par une alimentation trop peu calorique est celui du ralentissement du métabolisme.
En effet, moins vous mangez, plus votre corps s'économise et ralentit, afin de consommer le moins de calories possible. La température corporelle baisse, votre masse musculaire fond comme neige au soleil, votre pouls se ralentit, votre énergie diminue, votre cerveau fonctionne moins vite, votre corps est en mode de survie. Donc, évitez tout ce qui est régime drastique pour suppression d'aliments, sauter des repas, etc. La deuxième des raisons, c'est que vous ne devez pas perdre de poids, vous êtes à votre poids de forme. On voit souvent des gens qui nous disent « je veux perdre X kilos, j'ai déjà réussi à atteindre ce poids, mais je n'ai jamais réussi à le tenir sur le long terme. Et à chaque fois, je reprends 3-4 kilos et je fais l'effet yo-yo. » Et si votre poids posez-vous la question, si votre poids de forme était justement ces 3 ou 4 kilos en plus. Ce n'est pas vous qui décidez unilatéralement de votre poids idéal. Et ce qu'il faut, c'est savoir que votre corps, lui, sait quel est votre poids idéal. Et si vous n'êtes pas à ce poids idéal, il reviendra au poids d'avant que vous aviez, que vous vouliez perdre ou pas. La troisième des raisons, c'est que vous faites la chasse aux glucides. Là encore, beaucoup vont ouvrir des grands yeux en disant « mais la perte de poids, il faut évidemment se priver des glucides ». En effet, les glucides permettent de maintenir un bon métabolisme, mais il ne faut pas se priver de glucides. Parce que se priver des glucides a les mêmes conséquences que le premier point qu'on a vu plus haut, c'est-à-dire le ralentissement du métabolisme. Et en plus, ça crée des fringales, des coups de fatigue. Donc, il faut prendre des sucres, en général des sucres lents, et quand on a des fringales, un sucre rapide. La quatrième cause, c'est que vous ne buvez pas suffisamment. Le manque d'hydratation peut jouer contre vous en ce qui concerne la perte de poids. Un apport hydrique régulier et suffisant va vous permettre de réguler votre sensation de faim et aider vos reins à éliminer régulièrement. La cinquième raison, c'est que vous manquez de sommeil. Le manque de sommeil peut entraver la perte de poids. En effet, le sommeil peut entraîner un ralentissement du métabolisme en affectant les hormones de la faim. La sixième réponse, je ne perds pas de poids, c'est vous ne consommez pas assez de bonnes graisses. Et oui, comme pour les glucides, les lipides sont essentiels à l'organisme. Ici, on va parler des bons lipides, pas des graisses qui sont mauvaises, les graisses animales, etc. Là aussi, il faut déconstruire cette croyance selon laquelle le gras est l'ennemi de la perte du poids. Il faut simplement en consommer en quantité juste pour soi et faire les bons choix. Quelques aliments riches en bons lipides, les oléagineux, le saumon, l'avocat, les œufs, les graines de lin, les graines de chia et le cacao. La septième raison, vous mangez trop. Cela peut paraître bête et pourtant c'est une problématique. En effet, même si les aliments consommés peuvent être considérés comme sains, ils ne doivent pas être consommés en trop grande quantité. Moi, ce que je dis, c'est qu'il vaut mieux faire plusieurs petits repas que de faire des gros repas. Ça évite les fringales et ça permet de ne pas prendre de poids et de perdre plus facilement. La huitième raison, c'est votre thyroïde vous joue des tours. Si avec tous ces conseils, votre poids stagne toujours, il faut voir le médecin parce qu'il se peut que la thyroïde soit la cause de cette prise de poids. Et puis la dernière, eh bien, c'est vous faites un blocage dans votre tête. Alors le blocage dans votre tête, ça peut être dû à plusieurs choses. On ne se sent pas, on a peur d'être attirant et de plaire. C'est inconscient. Personne n'a
consciemment ces pensées-là, mais il faut savoir que ne pas se voir maigre est un frein à la perte de poids. On peut juste inconsciemment ne pas vouloir perdre de poids pour faire partie de sa famille. Par exemple, quand on a des parents, des conjoints, des enfants qui sont un peu forts, le fait de maigrir peut nous donner l'impression de ne plus faire partie de cette famille. La peur aussi de vivre ce qu'on s'était interdit jusque-là, parce que l'on était fort, donc on n'osait pas. On a peur de la nouveauté, des nouveaux challenges, la peur de la transformation physique de son image, ça rentre dedans. Donc là, il y a plusieurs choses à faire dans ces cas-là, c'est la sophrologie, l'hypnose, la PNL. Après, donc, on va parler un petit peu de ce qui est le rééquilibrage alimentaire. Donc, le rééquilibrage alimentaire, il faut savoir qu'il faut des repas complets avec des apports de lipides, de glucides et de protides, de fibres, d'eau et de minéraux et de vitamines. Si on n'a pas tous ces éléments-là, on a de fortes chances de ne pas perdre de poids. Donc, il faut avoir l'alimentation la plus équilibrée possible. La deuxième des choses, moi ce que je dis, c'est que pour les gros mangeurs, un truc qui est tout bête, c'est changer vos assiettes. Vous remplacez vos assiettes de table par des assiettes à dessert. Vous verrez que votre cerveau a toujours l'impression d'avoir des assiettes bien remplies et pourtant les assiettes seront beaucoup moins remplies et vous mangerez beaucoup moins. Après, l'autre chose à faire, c'est des repas à heure fixe si possible. C'est-à-dire ne pas manger un jour à midi, le lendemain à 2 heures de l'après-midi. C'est pas bon, ça ne favorise pas la perte de poids. Il vaut mieux fractionner les repas en 3 ou 6 prises par jour. Plus on fractionne, moins on grignote. Il faut bien mâcher, ça c'est important pour la perte de poids. Une chose aussi, le repas du matin est le plus important. Pourquoi c'est le plus important? Parce que vous avez passé la nuit et le matin, il faut recharger la locomotive, comme on peut dire, comme faisaient les chauffeurs de locomotives diesel, pour qu'elle puisse aller loin. Le matin, le chauffeur était celui qui mettait le charbon dans la machine, qui la démarrait et qui chargeait la machine au maximum, le feu, pour que la machine puisse aller le plus loin possible. Donc là, le matin, il faut une alimentation assez... C'est le repas le plus important. C'est celui, surtout si vous devez sauter un jour un repas, ce qui n'est pas conseillé, mais si un jour on doit sauter un repas, c'est surtout pas celui du matin. C'est celui qui va vous permettre d'avoir l'énergie pour démarrer. Donc l'autre, ce que je venais de vous dire, ne pas sauter de repas. Parce que sauter un repas, c'est provoquer le manque, d'où la prise de poids. Après, on peut vous donner il y a de la chronobiologie. Vous avez le matin à 7 heures, le petit déjeuner, qui est important. À 10 heures, vous avez une petite collation avec des fruits. Elle doit être légère, elle doit être un fruit, un laitage ou lait végétal, une petite poignée d'amandes. Ça suffit, ça permet de pouvoir tenir jusqu'à midi. Ça va permettre aussi d'éviter les grignotages entre les deux. Après, vous avez le repas de midi qui doit se faire entre 12h et 13h30. Ça permet au corps de continuer et de rapporter encore de l'énergie. Le repas de midi, il doit être complet avec beaucoup d'apports hydriques et aussi des protéines, des lipides, des glucides. Bien souvent, il faut quand même des féculents. Les féculents, ce sont des glucides lents. Les fruits sont des glucides rapides. Donc, vous voyez qu'il faut des deux. Dans un repas, on va manger et des fruits et
des céréales, ce qui va apporter les glucides qu'il faut. Ne pas hésiter à mettre une petite cuillère d'huile, alors de l'huile d'olive, de l'huile végétale, une huile, vous pouvez changer d'huile à chaque fois, d'abord parce que c'est meilleur pour le goût, et puis chaque huile n'apporte pas les mêmes oméga 3, donc c'est important aussi. À 16 heures, on va faire une petite collation aussi, alors ce sera aussi un fruit, un léger végétal ou des céréales. Alors les céréales, c'est pareil, je ne l'ai pas dit dès le début, mais les céréales, ce ne sont pas les cornflakes qui sont pleins de sucre. Ce sont en général du muesli qui n'est pas sucré ni traité. C'est important. On peut prendre aussi un petit peu de cacahuètes. Alors si on a pris des cacahuètes ou des amandes le matin, on va prendre plutôt un fruit l'après-midi ou un fruit le matin et des amandes et des noisettes l'après-midi. Après, on va faire de l'exercice régulier. C'est important. C'est ce qui va faire que on va... non, j'ai oublié le soir. Le soir à 19h, 19h30, 20h, il y a le dîner. Le dîner est un repas qui est complet comme celui du midi. C'est-à-dire qu'on apporte, alors en beaucoup moins grande quantité qu'à midi, parce que après on va dormir. Donc la digestion risque d'être coupée par le fait d'aller au lit. Il vaut mieux un repas relativement léger, tout en ayant tous les éléments, lipides, glucides, protides, et oligo-éléments, et bien évidemment boissons. Et puis parfois, pour certaines personnes qui vont se coucher très tard, une petite collation vers 23 heures, quelque chose de très très léger, permet de pouvoir dormir, de pouvoir s'endormir. Parce que si on s'endort aussi avec la faim, on va être réveillé en milieu de nuit. Donc c'est pas bon non plus. Donc c'est ce qui va faire que là, en respectant plusieurs petits, fractionnant plusieurs fois votre repas, l'organisme ne va pas avoir besoin du grignotage. Le grignotage, on sait que c'est la mort pour la perte de poids. Donc il vaut mieux plusieurs petits repas, je l'ai déjà dit, que trois gros, et puis on va inconsciemment aller mettre la main dans le paquet de chips ou dans le paquet de chocolat, la tablette de chocolat, donc on va prendre un carré de chocolat, on va se dire bon bah c'est bien, là j'ai pris mon magnésium, c'est bon, je me suis fait plaisir, sauf que un carré de chocolat entraîne un deuxième carré de chocolat et un troisième carré de chocolat, et la tablette y passe, bien souvent. Sans que l'on s'en rende compte consciemment. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui décidons de ne pas ou de prendre du chocolat, on va prendre, mais c'est notre organisme qui va à un moment, le sucre est aussi quelque chose qui est très addictogène, donc le fait de prendre un morceau d'aliment sucré va vous amener à manger, à tomber dans le sucré. Comme la graisse, par exemple, vous allez tomber dans le paquet de cacahuètes ou le paquet de chips. C'est exactement le même système. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux plusieurs petits repas que un gros et puis grignoter entre les deux sans vraiment qu'on s'en rende compte. L'exercice. Alors l'exercice, il faut faire de l'exercice régulièrement. De la marche à pied, monter les escaliers, par exemple si vous allez au travail et que vous avez des escaliers pour aller à votre bureau, prenez les escaliers au lieu de l'ascenseur. Ça ne va pas vous prendre énormément plus de temps, mais ça va vous permettre d'être mieux dans votre peau et d'avoir de l'exercice. Ça va vous permettre de vous sentir mieux. Donc vous pouvez aussi faire des exercices chez vous le soir, aller à la salle de sport, courir si vous en avez envie, aller à la piscine, faire de l'aquagym, de l'aquabike aussi. En ce moment, c'est la grande mode. Vous pouvez aussi faire des exercices, vous qui êtes devant votre ordinateur, faire des exercices devant votre ordinateur. Bouger la tête, bouger les jambes, bouger les bras. On va peut-être rire que vous fassiez ça, mais pour vous, c'est de l'exercice.
Mesdames, chez vous, il y a un truc qui est tout simple, le ménage. Le ménage fait partie des formes d'exercice. On dit que une demi-heure d'aspirateur vaut une demi-heure de marche. C'est quand même pas mal. Après, vous avez la marche, et la marche nordique, c'est pareil. En ce moment, c'est la grande mode. On parle beaucoup de marche nordique, et ça, c'est important de faire de l'exercice. Tout exercice est bon à prendre. Après, il y a la sophrologie qui va vous permettre de vous détendre, de vous déstresser, la PNL, l'hypnose, ces exercices que vous allez faire vont vous permettre de déstresser, de passer aussi du mode je ne veux pas inconscient, j'ai des freins qui vont me bloquer pour maigrir, je ne me sens pas motivée, je ne suis pas prêt, etc. Là, ces éléments-là, la PNL, la sophrologie, l'hypnose, la méditation, etc., vont vous aider à perdre du poids. Et puis après, vous avez la détox. La détox, eh bien ça, chaque personne qui veut perdre du poids, c'est que, et perdre du poids sans en reprendre, la détox, c'est mieux que le régime. Sur ça, vous pouvez retourner vers votre conseillère qui vous aidera. Alors, une détox, à savoir qu'une détox, si vous avez un traitement, on ne vous demandera pas d'arrêter votre traitement. C'est important de le savoir. Ce sera à faire en collaboration avec votre médecin, votre nutritionniste si vous en avez un, parce que quand on a un diabète, il y a des choses que l'on ne va pas prendre, surtout au niveau des sucres qui vont être différents. Si on a des maladies comme la maladie de Crohn, les MIS-C, c'est pareil, vous aurez un régime qui sera différent puisque ce sera bien souvent, il arrive qu'on vous dise de faire un régime sans fibres, sans résidus, ce qui fait que les 5 fruits et légumes par jour, ça va être très très compliqué de les avoir. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez toute détox, tout régime en fonction de votre pathologie et de votre maladie, si vous en avez une. Donc là, eh bien, je pense avoir été assez complète. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me recontacter sur mon groupe ou sur ma page et je me ferai un plaisir de vous répondre. Au revoir, bonne journée et bonnes vacances puisqu'on est au mois de juillet. Au revoir.